RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules sur RMC, 10h, 13h, tous les jours, 180 minutes ensemble, midi et demi, 13h, une personnalité au cœur de l'actualité, au cœur des GG, au cœur des grandes gueules. Avec je vous dis dans un instant, parce que Mathieu Kassovitz est en train d'arriver en moto juste en bas de l'immeuble RMC. Il sera là dans 2 minutes. Mathieu Kassovitz au cœur de la polémique avec son film L'ordre et la morale, où il reprend un épisode, pardonnez-moi pour le mot épisode, mais de l'histoire de France, l'histoire moderne, puisque nous sommes en 1988. Conflit en Nouvelle-Calédonie, épisode de la grotte d'Ouvéa, prise d'otage des gendarmes qui va se terminer dans le sang. Oui, la grotte d'Ouvéa avec ce groupe d'indépendantistes kanak qui donc retient en otage 27 gendarmes français. On est entre les 2 tours de la présidentielle de 1988. Il s'agit donc de faire libérer ces gendarmes. Le capitaine Philippe Legorju du GIGN, qu'interprète dans le film Mathieu Kassovitz, est chargé d'assurer une médiation, d'essayer d'obtenir par la négociation la libération des gendarmes. Le problème, c'est qu'entre ces 2 tours de la présidentielle, on veut aller vite, notamment du côté du Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, candidat à l'élection présidentielle face à François Mitterrand, président, c'est la cohabitation. Et donc, le Gorju se retrouve en conflit avec l'ex-ministre de l'Outre-mer Bernard Ponce et le général Jacques Vidal qui dirige sur place l'armée de terre. Conflit entre les gendarmes et l'armée de terre. Kassovitz a pris le parti des gendarmes, et explique en fait qu'on aurait pu négocier. On a préféré la force. Ça s'est terminé par un véritable massacre. D'ailleurs, on pense que certains des preneurs d'otages ont été exécutés bien après la libération des otages des gendarmes, et il met en cause aussi les politiques qui n'ont pas voulu donner sa chance à la négociation parce qu'il fallait à tout prix intervenir pour gagner l'élection présidentielle. Alors, nous sommes avec Vincent. Vincent, bonjour. Allô, oui. Bonjour, oui, Vincent. Bonjour. Cet épisode, vous y avez participé, cette opération Victor à OVA, Vincent. Oui, donc tout à fait. Donc demain la sortie du film, c'est les 23 ans qui vont défiler en 2 heures de temps du film, et c'est pour ça que j'ai tenu à vous appeler pour vous exprimer mes sentiments forts en même temps. Voilà, de l'opération Victor qui est malheureusement mal, comme vous avez tous vu maintenant, et compris la chose, c'est que à la fin ça a donné mais voilà. Vincent, oui. cette opération qui s'est terminée dans le sang, Vincent, vous étiez au cœur de la grotte d'Ouvéa avant que Mathieu Kassovitz n'arrive? En fait, oui, on a été dépêchés, justement. Je faisais partie d'une section de voltigeurs, comme on dit. Oui. Donc voilà, on était venus sur les lieux pour sécuriser, en même temps faire les recherches, prêter main forte justement au groupe d'élite avant l'assaut, tout ça. Donc. Et quel était l'ordre donné? De libérer les gendarmes, quel qu'en soit le prix, ou pas? Je veux pas, c'est pareil, moi j'appelle pas pour refaire ce qui a été... Non, mais je vous demande ce que vous avez vécu à l'époque. Vous étiez sous les ordres, vous aviez une opération à laquelle vous participiez. Quel était l'état d'esprit? Quels étaient les ordres donnés, Vincent? En fait, les états d'esprit là-bas, c'était que les méchants canards, comme on dit, et puis moi j'étais soldat, donc j'ai appliqué mon devoir en tant que simple soldat, et la des choses, c'est qu'en même temps ça se passe dans mon île, étant donné que je suis d'origine en même temps de l'États-Unis, et si vous voulez, c'était un traumatisme en même temps moi de faire mon devoir, et en même temps de me retrouver sur une île auquel je suis d'origine, de l'États-Unis, de la Polynésie, là. Mais Vincent, je vous sens encore ému 23 ans après. Vous allez le voir, le film demain. Qu'est-ce que vous attendez de ce film? C'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est un peu le deuil aussi, parce que le deuil on l'a jamais fait depuis il y a 23 ans. Vous l'avez jamais fait, le deuil de cette opération? Jamais fait vous savez, c'est que en même temps qu'il y a eu à la fin de l'opération, tout le monde on est tous rentrés, parce que mon régiment on est retourné sur métropole. Et la population a été laissée sous... c'est ça aussi qui m'a fait du mal, c'est quitter une population qui a été traumatisée par 400 militaires venus faire l'opération. Il y a eu les morts, les 19 corps
auquel je garde toujours en image, allongé justement sur la piste où les hélicos atterrissaient à hauteur de l'église Saint-Joseph, avec les 19 corps là-bas, et les pleurs surtout, les pleurs qui me reviennent constamment de la population. Donc, est-ce que l'armée française, parce que c'est aussi ce que le film démontre, s'est mal comportée sur place? Parce qu'on voit des scènes où l'armée française est en train de torturer des Kanaks pour essayer d'obtenir des informations. Voilà, à la fin du film, Kassovitz nous explique que certains des Kanaks preneurs d'otages ont été exécutés après la libération de la grotte. Est-ce que ça, vous pouvez en témoigner ou pas? Les traumas, les pleurs, de toute façon, quand on patrouillait en équipe, là, on les entendait. Hein. En même temps, je les voyais, mais bon, je voyais de loin. Hein. Je voyais de loin. On voyait c'est la population des gens qui étaient justement ligotés. Puis bon, le coup de crosse. Et puis les pleurs, ils étaient là pour témoigner. Moi, les pleurs, je garde pendant 3 ans et 23 ans, et puis surtout les 19 corps rapatriés et laissés sur les trucs là, c'est qu'en même temps, face à l'église, moi je voulais dire un chapeau à quelqu'un de comme Mathieu qui a pu justement faire un film qui est sous le terme de devoir de mémoire et une reconsidération au niveau de la Polynésie, du Pacifique et surtout l'île d'Ouvéa. Et moi, ce que je voulais, mon but d'intervenir, c'est en même temps ne pas rentrer dans la polémique, c'est rentrer il y a 23 ans justement ce qu'a voulu la politique, parce que voilà, on était des militaires. Vous avez sous tension parce qu'en même temps les nerfs étaient à vif là-bas. J'imagine. Donc voilà. Vous avez exécuté les ordres, ce que vous disiez, Vincent, et malheureusement, 23 ans après, vous n'avez toujours pas fait le deuil. Et quelqu'un comme, finalement, si j'ai bien compris, quelqu'un comme Kassovitz, en remettant à l'ordre du jour ce film et ces événements, permet d'en reparler et d'essayer pour des gens comme vous, en fait, d'ouvrir le sac à souvenirs, quoi, en fait. C'est ça. Tout à fait. C'est pour ça, moi, j'étais en tant que simple soldat, on est ans, mais et puis le pire, c'est qu'en même temps, je suis natif de là-bas. Et ça a été un déchirement. Il y a 23 ans, quand je suis parti là-bas, le lendemain, quand j'ai vu le matin à 8h là-bas, j'ai versé les larmes en étant sous l'uniforme militaire. C'est vraiment et mes collègues qui étaient de français, et ils comprenaient les choses. On était là, on se soutenait moralement. Puis moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'on est parti, mais la population qui était restée sous le traumatisme, ils n'ont pas reçu justement, je vais dire, de l'aide psychologique. Je comprends. Vincent, vous restez. Mathieu Kassovitz sera là dans 2 minutes. On lui racontera votre témoignage. Il n'est pas très loin. Il est pas très loin de l'immeuble d'RMC. Et on aura quelques minutes en direct avec nous, Mathieu Kassovitz, pour reparler de ce film, L'ordre et la morale. Merci de ce témoignage, Vincent, et à tout de suite sur RMC dans les grandes gueules. RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. Mathieu Kassovitz est moins près du studio d'RMC que ce que je croyais. Il était en moto, il ne saurait tarder à arriver. Il lui reste 10 minutes, donc c'est clair, parce qu'après Eric Brunet sera là. Donc 10 minutes pour que Kassovitz arrive. Donc Mathieu Kassovitz, acteur, réalisateur dans ce film L'ordre et la morale, qui revient sur ce qui s'est passé le 5 mai 1988 en Nouvelle-Calédonie. C'est l'assaut de la grotte d'Ouvéa. C'était des gendarmes français pris en otage par des indépendantistes du FLNKS. Ordre est donné de lancer l'assaut. Ça se termine dans un bain de sang avec 19 des preneurs d'otages qui sont tués, 2 militaires aussi tués, mais on libère les gendarmes. Et Mathieu Kassovitz, comme tu le rappelais Olivier, est parti du livre de l'un des participants, c'est-à-dire Philippe Le Gorju, qui lui-même avait été pris en otage pendant un temps, puis libéré afin de servir de médiateur, et qui dit à ce moment-là au gouvernement de Jacques Chirac, on doit pouvoir arriver à faire libérer tout le monde en négociant. Mais il faut attendre quelques jours. Mais il faut attendre le lendemain du second tour de l'élection présidentielle. Sauf que Jacques Chirac, il a une élection à gagner, il est en retard dans les sondages face à Mitterrand. Alors il faut quand même préciser que c'est François Mitterrand, parce qu'il est président de la République, qui signe l'ordre d'intervenir. Hein. Alors pourquoi l'a-t-il fait? Cyniquement, on peut penser que Mitterrand savait que ça allait se terminer dans un bain de sang, et donc que on allait reprocher à Jacques Chirac d'être intervenu avec ce coup de force. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Hein. Ça n'a pas servi Jacques Chirac, bien au contraire. Christophe, comme on a entendu Vincent il y a quelques minutes, était engagé dans le régiment des forces spéciales qui est intervenu à Ouvéa. Bonjour, il est aujourd'hui photographe. Bonjour Christophe.
Bonjour Christophe. Bienvenue. Est-ce que Christophe est avec nous? Il est intervenu à OVA. Alors tout à l'heure, Vincent nous expliquait aussi ce qui s'était passé à l'époque. Il dit c'était aussi mon île, il était de là-bas et il est reparti parce que ce qui est reproché aussi aux forces françaises, c'est notamment d'avoir mené des interrogatoires plutôt musclés auprès d'une certaine partie de la population, notamment du côté de Gossana, pour obtenir les renseignements, pour pouvoir rapidement localiser les preneurs d'otages et mettre en place le plan ensuite d'intervention et le plan de libération. Les membres du FLNKS à l'époque et puis encore aujourd'hui, puisque c'est toujours très prégnant cette affaire, affirme que les forces de l'ordre ont laissé mourir volontairement ou ont exécuté aussi certains preneurs d'otages après l'assaut. Christophe, bonjour. Est-ce qu'on a retrouvé Christophe? Alors Christophe, décidément, on a un problème. Alors Christophe, vous voyez, comme quoi on est en direct. Aujourd'hui, tout fonctionne parfaitement. C'est-à-dire que l'invité est à l'heure et les lignes téléphoniques sont en marche. Christophe, bonjour. Bonjour. Ah, ça y est, Christophe. Vous étiez dans le régiment des forces spéciales qui est intervenu à Ouvéa. Christophe. Oui, en fait, alors, soyons très précis. Oui. Moi, je me suis engagé quelques temps après, Oui. et j'étais engagé dans le 11e régiment parachutiste de choc. Mhm. Alors, il y a toujours un peu l'histoire officielle et l'histoire officieuse. Moi, je peux parler de l'histoire officieuse qu'on nous comptait, enfin, donc, qui était notoriété publique quand j'étais dans ce régiment. Et Ouais. à l'époque, il était notoriété publique. En fait, c'est pour apporter un éclairage sur l'aspect politique, effectivement, qu'on aurait peut-être été très vite. Il était quand même de notoriété publique dans ce régiment à l'époque quand on y était, qu'il y avait un des membres des forces spéciales qui, lors de l'assaut, a un peu pété les plombs, c'est-à-dire, Ouais. en fait, voilà, dans le feu de l'action, a Ouais. outrepasser largement ce qu'il avait à faire, Ah, en d'accord. dehors de tout ordre. Mhm. Et voilà. Alors, et je pense que c'est un éclairage. En vrai, c'est l'histoire officieuse. J'ai aucun document qui pourra affirmer ça, mais c'est vrai que c'était pas un épisode qu'on parlait comme quelque chose de glorieux Ouais, au sein du 11e bien choc, sûr. parce que ça s'était effectivement fini, voilà. Mais en même temps, dans le fait qu'on en parlait et qu'on disait que c'était pas très glorieux pour l'histoire du 11e choc, on disait aussi qu'effectivement il y avait un des membres des forces spéciales, un des membres des gars qui sont intervenus, qui avait pété les plombs. Donc peut-être que il peut y avoir tout l'éclairage en amont politique sur le fait qu'on a voulu aller vite, etc. Mais je suis pas persuadé, et puis ça me paraît quand même assez gros, qu'il y ait de toute façon une volonté qu'on intervienne vite et qu'on règle la question, je dirais, le problème à tout prix, quitte à Christophe, flinguer purement et simplement les Kanaks. Ouais, Christophe, vous êtes arrivé un peu de temps après, quelques temps après à OVA. Mais quand vous êtes arrivé... Non, je suis pas arrivé au VA, moi Ouais. je suis arrivé au régiment. Je Oui, suis jamais au intervenu régiment. au VA. D'accord. Mais au régiment, justement, quand j'ai intervenu au OVA, je suppose que le souvenir d'OVA était très présent, comme vous le racontiez. Ouais. Est-ce que, en discutant, quel ordre avait été donné, selon vous, au travers des discussions que vous aviez pu avoir avec les uns et les autres, alors, 11e choc? C'était une libération des otages et c'était une intervention assez classique. Hein. Et quel qu'en soit le prix, à votre avis, puisque vous connaissez les pratiques? Non, mais en fait, moi j'ai 40 ans maintenant, ça remonte à longtemps, mais à l'époque, quand j'étais à les forces spéciales, on n'avait jamais ce type de consignes qui sont un peu peut-être cinématographiques ou dans les romans, mais de dire que c'est quel qu'en soit le prix. Enfin, je veux dire, quand il y a une extraction d'otages, déjà c'est de sauver la vie des otages et voilà, il faut réagir dans l'instant et en fonction des forces qui sont en face, mais quel que soit le prix, ça veut rien dire. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui est armé et qui est prêt à tirer sur un otage ou sur vous, oui, l'usage de la force ne pose aucun problème. Mais ça ne veut pas dire, comme ce qui était de rumeur et de notoriété publique plus que la rumeur à l'époque, le gars qui avait tué des Kanaks l'avait fait alors que ces Kanaks ne présentaient plus aucun danger. Donc c'était pas un Kanak qui le pointe d'une arme et qu'il doit riposter, il doit prendre une décision sur l'instant. C'était effectivement plutôt de l'assassinat de sang-froid. Et le 11e choc en tire aujourd'hui quelle leçon de ce qui s'est passé à OVA? Aujourd'hui, je pourrais pas vous en dire parce que ça fait longtemps et j'y suis plus depuis longtemps. Mais je veux dire, à l'époque, c'était à la fois un événement historique et marquant du 11e choc et à la fois un événement peu glorieux. C'est-à-dire que c'était une opération qui avait été finalement une réussite sur le fait qu'on avait pu libérer les otages et qui avait fortement dérapé. Et c'était condamné en interne. C'est-à-dire personne se glorifiait de cet épisode. C'était
un épisode marquant. En plus, ça avait fait les titres de l'actualité. Donc, c'était un épisode marquant. À l'époque, quand on arrivait au 11e choc, on nous parlait de deux choses. On nous parlait du Rainbow Warrior, puisque c'était des agents qui étaient passés par le 11e choc, et on nous parlait d'OVA. Donc voilà, c'était des faits historiques. Mais est-ce que montre le film, je voudrais savoir si c'est la réalité. Le film oppose beaucoup les gendarmes aux militaires. Je veux dire, la méthode des gendarmes du GIGN pour libérer les otages et celle utilisée par les militaires. C'est d'ailleurs la première fois à cette époque que l'armée française intervient sur le territoire français depuis la guerre d'Algérie. Donc c'est vrai que la décision était lourde. Habituellement, c'est le GIGN qu'on envoie lorsqu'il y a une prise d'otage sur le territoire français. Est-ce que les méthodes sont différentes? Est-ce qu'on s'est trompé finalement? On aurait dû laisser l'opération aux gendarmes plutôt que de la confier à des militaires. Ce que j'en pense, et mon avis a une valeur relative, c'est effectivement c'est une opération a priori qu'aurait tout à fait pu faire le GIGN. Enfin, je veux dire, le GIGN a une réputation et avait déjà à l'époque une réputation mondiale d'excellence, et c'est typiquement le type d'opération qu'ils savent faire. Ce qu'on nous disait à l'époque, c'est qu'en fait les conditions, le fait que c'était dans la jungle, etc., les conditions étaient quand même très particulières, et que des membres des forces spéciales étaient plus aguerris et plus capables d'intervenir dans ce milieu-là que des membres du GIGN. Et ça, ce qui était assez plausible. Et ce qu'on nous disait aussi à l'époque, c'est qu'en fait, le GIGN a surtout servi à amener les gars des forces spéciales jusqu'à la grotte pour intervenir. Et bon, c'est peut-être aussi ce qui a, voilà, c'est sur un plan totalement opérationnel et tactique, effectivement, il était peut-être nécessaire, vu l'environnement, que ce soit les gars des forces spéciales qui interviennent. Mais le GIGN, ça a toujours été, c'est une de ses missions de libérer des otages. Oui, parce que là, on dit le 11e choc, Christophe, il faut quand même rappeler que c'est une unité parachutiste, un commando d'élite, le 11e choc, si je ne m'abuse. C'est ça, c'est l'armée, c'est les militaires, tel que ça a été créé. Voilà. Ça fait partie, ça fait toujours, enfin, il y a eu des changements, je suis un peu moins ça depuis, ça fait partie du commandement des opérations spéciales. Ouais. À l'époque, le 11e choc était basé à Perpignan et faisait partie du centre d'entraînement à la guerre spéciale, qui est devenu le centre parachutiste d'instruction spécialisée, ce qui mettait un nom qui disait un peu moins ce que c'était, quoi. Centre parachutiste d'instruction spéalisée, on parlait ainsi pas de guerre spéciale. Mais très clairement, ça faisait partie des forces spéciales. Moi, quand j'ai été engagé dans ce régiment, j'ai commencé par aller faire des entretiens à la piscine à Paris, quoi, avant d'aller au c'est plus que la piscine, c'est les services secrets, c'est les services extérieurs. Voilà, voilà. Bah, les gars qui étaient, enfin, l'opération du Rainbow Warrior, ce sont des agents qui étaient passés par le 11e choc. C'est-à-dire que ce n'est pas le parachutiste, j'allais dire de base, qui est péjoratif, mais c'est pas le parachutiste, de régiment militaire classique. Ce sont des gens des opérations spéciales. Ouais. On va rappeler que, notamment, c'est illustré quelqu'un qui s'appelle le général Ossares. L'Algérie, le général Ossares qui avait raconté la torture, il faisait partie du 11e choc. Christophe, je vous remercie. Soyons précis, c'était, pour être honnête, pour établir les choses, c'était encore avant. C'était bien avant, bien sûr. Du temps où il s'appelait le bataillon de choc. Oui. Il faut quand même faire une différence entre le bataillon de choc tel qu'il était à l'époque des événements d'Algérie, comme on dit, et par la suite. Et puis il y a pas une professionnalisation, mais il y a eu vraiment, on était dans un monde des forces spéciales à partir des années, je dirais, 80. Et il a été dissous d'ailleurs, le 11e choc, pendant un long moment avant d'être recréé dans les années 80. Merci Christophe, merci d'avoir témoigné avec nous. Désolé pour celles et ceux qui, comme Christophe ou Vincent, il y a quelques minutes, attendaient peut-être de dialoguer aussi avec Dimitri Kassovitz. Il est pas là. On a eu un souci. Il a eu un souci de circulation, ce qui fait qu'il est resté bloqué. C'est bien dommage. Heureusement qu'Éric Brunel. On aura l'occasion de le retrouver. Vous avez bien assuré, je vous ai écouté. Bonjour chef.